Aujourd'hui, nous sommes sur l'art de la gestion patrimoniale pour parler d'un sujet qui parle à beaucoup de personnes, l'assurance vie et la rentabilité de cette assurance vie. Pourquoi votre assurance vie n'est-elle pas rentable? On va parler de ça avec Guillaume Bonnet, mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner à YouTube, à Spotify ou à Apple Podcast. Vous savez qu'un simple abonnement va nous aider grandement à continuer à vous offrir un contenu de haute qualité. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles. Cette simple note va également nous aider à grandir. Allez, on est parti pour parler d'assurance vie et de rentabilité. On va parler de frais cachés, on va parler des gestions sous mandat, on va parler aussi tout simplement de votre banquier, on va parler de pas mal de choses. Le but, c'est de faire le tour et de comprendre pourquoi cette assurance vie, elle n'est pas rentable. Commençons donc, Guillaume, avec les frais cachés. Ouais, salut Jérémy, et effectivement aujourd'hui on va parler de l'assurance vie. Pourquoi est-ce que c'est pas rentable? J'ai envie de dire déjà parce que bien souvent les clients font confiance aveuglément à ce qu'ils considèrent comme étant leur conseiller, mais qui n'est pas toujours un conseiller, c'est parfois un vendeur. Et effectivement, quand c'est pas rentable, il faut pas toujours regarder du côté de la performance en soi, il faut aussi s'intéresser aux frais que l'on paye quand on investit sur un contrat d'assurance vie. Parce que l'enveloppe assurance vie, finalement, c'est la même pour tout le monde. Ce qu'on va mettre à l'intérieur, on a la liberté, logiquement, selon les distributeurs vers qui on se tourne, pour avoir quelque chose de performant. Ça dépend des choix. Par contre, la politique d'un groupe bancaire ou la politique d'un intermédiaire, elle va impacter dès l'entrée la situation du contrat, la situation en termes de performance. Et ce qu'on va retrouver en premier lieu quand on investit sur un contrat d'assurance vie, c'est ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, les frais d'entrée ou les frais sur versement. Et ça, c'est des frais qui peuvent aller jusqu'à 4,5%. Alors aujourd'hui, c'est très rare d'en retrouver, mais c'est pas du tout impossible. Ça nous est déjà arrivé en rendez-vous d'avoir des clients qui nous disaient oui, ben moi je paye. Enfin, ils savaient pas vraiment qui payait parce que ça n'a pas été très clair, mais quand on regarde dans les papiers, ben, ils sont à 4, 4,5, voire 4,75%, ce qui là est catastrophique dans le monde dans lequel on vit actuellement avec les acteurs qui sont ceux de la gestion du patrimoine. Payer 4,5%, ben vous comprenez que vous démarrez avec une performance largement négative et que en plus si derrière vous avez un profil qui est plutôt défensif équilibré, bah, ça veut dire que la première année finalement vous êtes dans le meilleur des cas à zéro mais sûrement encore un peu négatif. Donc ces frais ils vont au maximum à 4,5%. On retrouve de plus en plus d'acteurs qui sont sur des frais médians qui vont être autour des 1 ou 2% une fois que vous faites appel à quelqu'un qui vous fait du conseil. Bien sûr, je ne parle pas des offres en ligne où là, on va être à 0%. Et d'autres acteurs qui font du conseil, comme nous, on fait un choix fort, c'est celui de vouloir accompagner leurs clients sur le long terme et de mettre des frais qui sont en dessous de 0,5%, étant le plafond de notre rémunération sur les frais d'entrée. Donc voilà, il y a de tout sur le marché. Il y a des frais à zéro, c'est quand vous n'avez pas de conseil, vous êtes en ligne, vous faites vous-même. Il y a des frais très faibles avec un accompagnement qui doit être de qualité en face. Et après, dès que vous dépassez 1% aujourd'hui sur votre assurance vie, en termes de frais d'entrée, moi je trouve que c'est fait déjà beaucoup trop. Oui, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas payer des frais d'entrée supérieurs à 1%. J'ai envie de dire, malheureusement pour nos clients, ce ne sont pas les seuls frais qui peuvent être prélevés sur une assurance vie. Il y a également les frais de gestion. Les frais de gestion sur une assurance vie, certaines grandes sociétés d'assurance se permettent de mettre des frais de gestion beaucoup trop élevés. Pour être honnête, je pense que des frais de gestion qui sont convenables devraient être aux alentours des 1% d'un point de vue général. Vous pouvez également les abaisser, ces frais de gestion, mais vous n'aurez sûrement pas de conseils face à la gestion de votre contrat d'assurance vie. Au-delà de 1,2%, vous vous faites totalement arnaquer. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc de votre côté, vous devez avoir des frais de gestion qui ne dépassent pas 1% d'un point de vue général sur l'ensemble de votre contrat, entre le fonds en euros et les unités de compte. Enfin, il y a aussi d'autres frais qui sont bien cachés par les banques. Il peut y avoir également les frais de convention banque privée. Quand vous êtes en banque privée, vous allez payer des frais de convention pour avoir accès à des soi-disant experts et avoir un accès illimité, ce qui est totalement faux. Vous n'avez pas un accès illimité à tous ces experts. C'est bien chronométré et vous inquiétez pas, c'est bien objectivé par les banques. Donc de votre côté, vous payez en plus de ça des frais de convention banque privée. Et ces frais de convention, si vous payez par exemple 2 ou 3 000 euros et que vous avez un contrat à 300 000 euros, malheureusement pour vous, ça vous ajoute encore une fois 1% de frais pour une gestion de contrat. Si vous bénéficiez d'ingénierie patrimoniale ou d'expertise financière à côté, peut-être que ça mérite ces 1%. Mais je le rappelle, l'expertise financière est déjà payée par les frais de gestion et par les frais d'entrée. Donc attention à ne pas mélanger tous ces frais, sinon vous allez être vraiment impacté sur votre performance.
Ouais, c'est ce que j'allais rappeler également, c'est que les frais de gestion, dans ces frais de gestion, il y a la rémunération pour l'assureur et la rémunération pour l'intermédiaire. Et c'est vrai aussi qu'on voit les grandes banques privées françaises, mais aussi les intermédiaires dans le conseil qui touchent une partie de ces frais de gestion, également ajouter des honoraires de conseil. Alors, il faut savoir que quand on se fait accompagner par les conseillers en gestion de patrimoine, les family office ou les banques privées, il y a deux écoles. Il y a l'école des rétrocessions, rétrocommissions qui vont permettre de rémunérer l'intermédiaire qui vous accompagne, mais au moins, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à sortir de votre poche et c'est pris sur la performance qui est réalisée sur les contrats, puisqu'on vous présente des performances, imaginons à 5%, vous enlevez les 1% de frais de gestion, il vous reste 4 dans votre poche. Si c'est 6, il vous restera 5, etc. Mais si on vous ajoute des honoraires, alors là, on passe sur un conseil qui est censé être un conseil purement sur honoraires et il faudrait que le conseiller en face de vous, à ce moment-là, ne touche absolument rien sur les frais de gestion, ce qui devrait normalement les réduire. Donc faites bien attention à ça quand on vous dit moi je fais des honoraires de conseil en mensuel, en trimestriel ou en annuel. Demandez est-ce que du coup il y a des frais de gestion qui sont plus faibles parce que vous êtes déjà rémunéré en direct par moi-même. Donc déjà, il peut y en avoir un impact par les frais, on l'a compris. L'impact sur votre performance, c'est souvent qu'il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière votre assurance vie. Comme on l'a dit, toutes les assurances vie sont les mêmes en termes d'enveloppe fiscale, mais à l'intérieur de l'assurance vie, c'est totalement différent. Chaque société d'assurance peut choisir un petit peu à sa manière comment va être garni un client. Point important par rapport à ça, maintenant le deuxième point qui me semble très important d'aborder, c'est la mauvaise allocation financière. C'est le mauvais contrat d'assurance vie. C'est le contrat d'assurance vie où vous dites mais en fait j'ai que des fonds de certaines sociétés où j'ai une allocation qui est 100% fonds en euros et pourtant je paye un conseiller. Enfin voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut aussi aborder, l'allocation financière d'un point de vue général. Ouais, on le répète à longueur de journée. Le plus important quand on investit, déjà, c'est la diversification. La diversification, ça concerne effectivement les actifs sur lesquels on va investir. Il faut un peu de fonds euros, effectivement, pour avoir une stabilité dans le contrat et quelque chose qui est totalement sécurisé. On diversifie avec un peu d'obligations, pourquoi pas un peu d'immobilier, pourquoi pas un peu d'actions. Et ça va nous faire une performance globale. Là, je reste sur les classes d'actifs. Donc déjà, ça, on ne le retrouve pas partout, d'avoir cette diversification, qui est pourtant la base en termes d'accompagnement. Le conseiller est censé savoir qu'on diversifie et qu'on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais il y a une autre diversification auquel les clients ont moins tendance à faire attention, c'est la diversification sur les sociétés de gestion. À qui est-ce que je fais confiance pour placer mon argent? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique quand on regarde les contrats des clients qui sont accompagnés en banque, que ce soit dans toutes les grandes banques françaises, sans en citer une plus que l'autre. Mais si vous regardez et que vous êtes dans cette situation vous-même, que vous avez un contrat à la BNP, à Société Générale, LCL, enfin n'importe laquelle, vous verrez que les fonds à l'intérieur de votre allocation sont, allez, disons à 80, pour être gentil, c'est souvent plutôt 90 voire 100% des fonds maison. Si on est chez BNP Paribas, ça sera des fonds BNP. Si on est chez Société Générale, ça sera des fonds Société Générale, etc. Et ça, c'est quand même problématique quand on sait qu'il y a également des frais de gestion sur ces fonds-là qui sont en interne, que ces frais sont souvent plus élevés sur les fonds maison parce que c'est ce qui rémunère les banques et qu'on pourrait tout à fait avoir ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. Ça, c'est ce que nous, on propose à nos clients où on ne va pas regarder quelle société de gestion, on va regarder quelles performances sont les meilleures et on va sélectionner tout simplement les meilleurs fonds dans chacune des catégories qui nous permettent derrière d'avoir de la performance pour notre client. Oui, si on paye un conseil, on veut cette diversification sur les classes d'actifs, et ça dépend de chaque profil. Des profils prudents vont être plus orientés sur du fonds en euros, des actifs obligataires. Des profils ultra offensifs peuvent être aussi 100% actions, mais avoir une diversification dans les actions. C'est important de comprendre que cette diversification est nécessaire. Et puis, de votre côté, vous devez avoir également cette diversification dans les sociétés de gestion que vous choisissez. Ce n'est pas parce que vous vous dites je vais sur l'US et l'Europe que je vais prendre la même maison de gestion pour aller sur l'US et l'Europe. Peut-être qu'une maison de gestion est meilleure pour l'US que pour l'Europe. Puis dernier point très important aussi qu'on doit aborder, c'est la non-présence des ETF dans beaucoup d'allocations. Les ETF, je le rappelle, c'est des trackers. Des trackers, c'est quoi? C'est un indice qui va être reflété par tout simplement un outil, un programme informatique qui va permettre de refléter un indice et donc de refléter la performance de l'indice. Vous investissez par exemple sur l'ETF CAC 40, vous faites la même performance que le CAC 40 à 0,0001 près, qui sont les coûts de gestion de l'ETF. Mais c'est important de comprendre que l'ETF, de votre côté, doit être présent aussi dans votre allocation car ça permet d'avoir une diversification entre la gestion active et la gestion passive, qui est la dernière
j'ai envie de dire, passe décisive pour vraiment marquer un but dans votre contrat d'assurance vie, c'est d'avoir de la gestion active, de la gestion passive, une diversification en termes d'allocation et une diversification en termes de classe d'actifs. Et là, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Ouais, il faut en fait un mélange des deux mondes entre la gestion active et gestion passive. Et quand on était en banque, c'est vrai qu'il y avait souvent des histoires qui revenaient également sur quels sont les meilleurs portefeuilles finalement sur le long terme. Et on se rendait compte que la gestion passive, elle a quand même un intérêt, c'est qu'on ne va pas se tromper en essayant de changer 50 fois de stratégie. On a des très bons gérants qui vont aller sur des fonds de gestion actions ou obligataires qui vont permettre de surpasser la performance de la gestion passive. Mais c'est quand même plus souvent que sur le nombre incroyable de fonds qu'on peut retrouver, parce qu'il y en a énormément, que les gérants vont être finalement moins performants qu'un indice donné. Donc on diversifie entre des fonds qui sont dans les meilleurs fonds et dans les meilleurs benchmarks finalement en termes de performance, et le reste, on doit passer par des ETF, CAC 40, S&P 500, Nasdaq, un peu de pays émergents également, pour encore une fois diversifier de manière géographique nos investissements quand on est sur les actions. Mais la gestion passive sur le long terme, c'est quand même ça qui rapporte souvent le plus, quand on peut se permettre d'investir sur le long terme. Sinon, effectivement, sur le court terme, les fonds peuvent battre cette gestion passive. Un troisième point aussi sur le manque de rentabilité de votre contrat d'assurance vie, ça peut venir par un manque de points trimestriels ou annuels ou mensuels avec votre conseiller. Sachez-le aussi, vous devez faire des points réguliers. Et je pense notamment à certaines classes d'actifs qui ont souffert ces dernières années, notamment les sociétés civiles immobilières, qui auraient dû être réorientées vers d'autres classes d'actifs avec une période de taux élevée vers la classe d'actifs obligataire notamment, qui comporte presque le même note de risque en termes de SRI. Et c'est vrai que c'est des choses qui n'ont pas forcément été faites auprès des clients parce que certains clients ne disposent pas d'un conseiller qui est réellement, qui va vraiment prendre le temps de s'occuper d'eux. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous devez avoir aussi des points avec vos conseillers. Si vous payez un conseil, c'est pour avoir des points et non pas des points annuels. Sinon, vous n'avez pas de gestion financière. Alors pourquoi payer une gestion financière que vous avez un point annuel ? Point aussi important, vous ne devez pas avoir un contrat qui est 100% produit structuré. Sachez-le, les produits structurés rémunèrent bien les conseillers, sont très très bons pour les clients en termes de performance par rapport au risque-prix, parce que vous avez un contrat dans lequel vous investissez, vous savez la performance que vous allez faire par rapport au risque que vous prenez, mais attention à ne pas mettre tous vos œufs encore dans le même panier. Donc n'ayez pas un seul produit structuré qui représente 100% du contrat. Déjà, ayez-en plusieurs, et en plus de ça, n'ayez pas que des produits structurés dans votre contrat d'assurance vie. Encore une fois, ça risque de gréver une partie de la performance et surtout risque d'avoir un risque trop important sur votre contrat d'assurance vie. Ouais, donc il faut garder en tête la diversification. C'est comme l'emplacement pour l'immobilier. Il faut absolument savoir diversifier tant sur la classe d'actifs sur lesquels on va investir que sur la géographie au niveau des investissements qu'on va faire, quand surtout on est sur les actions, mais également pour les obligations. Ne pas oublier le fonds en euros qui est intéressant encore actuellement et pour 2025, ça sera le cas à nouveau pour les rendements, puisqu'on a des taux qui sont assez élevés et qui permettent finalement de profiter des rendements un peu plus intéressants, sachant qu'en face, on a la garantie en capital sur le fonds en euros. Ça sera peut-être pas la vérité sur les 10 prochaines années. Si les taux viennent vraiment à redescendre, il faudra petit à petit supprimer cette partie de fonds en euros et diversifier absolument les acteurs avec lesquels vous travaillez, c'est-à-dire les sociétés de gestion, que ce soit pour la partie ETF, mais également pour les OPCVM, les fonds qui sont gérés par des sociétés de gestion reconnues sur la place. Et faites la chasse aux frais et aux mauvais frais. Et ça, c'est important de regarder les bons frais, les frais qui permettent de payer votre conseiller s'il y a un vrai conseil, et les frais qui sont abusifs. Par exemple, encore une fois, un exemple concret, des frais de gestion conseillés sur du fonds en euros. Quel est l'intérêt de payer des frais sur du fonds en euros ? Je ne sais pas, je me pose encore la question et je ne comprends pas pourquoi certains acteurs ne sont pas dénoncés sur ce type de choses. Point important, et on va finir là-dessus, un exemple, par exemple, pour vous faire comprendre l'impact des frais ou l'impact d'une performance moins bonne parce que vous n'avez pas choisi la bonne allocation. Si vous aviez investi 500 € par mois sur 20 ans, tout simplement en méthode DCA, c'est-à-dire 500 € tous les mois en début de mois, sans regarder, sans biais comportementaux, sans rien, sur une allocation qui aurait rémunéré à 5% par an, qui aurait fait une rentabilité de 5% par an, vous auriez gagné 198 000 €. À 4%, déjà, 1% en moins, vous passez à 178 000. Et alors à 3%, vous passez à 161 000 €. Sachez que 2% d'écart, c'est peut-être tout simplement les frais ou la mauvaise allocation, c'est 37 000 € en moins dans votre poche.
Donc prenez-en conscience, vous devez absolument regarder votre contrat d'assurance vie. Nous, on est là pour ça, pour faire des points avec nos clients et on peut vous accompagner si vous avez besoin de nous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être encore là sur l'art de la gestion patrimoniale. On a essayé d'abattre les frais, d'abattre les mauvaises allocations. On a essayé de tout vous expliquer pour que vous compreniez bien avec toute la pédagogie qu'on peut avoir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles si vous appréciez notre contenu, car vous le savez, cette simple note va nous aider à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et vous pouvez aller écouter d'autres épisodes sur la chaîne L'Art de la gestion patrimoniale pour toujours en apprendre plus.